Monte, monte. Bonjour Faisal. Bonjour Nathan, ça va? Tu vas bien? Oui. Marhaba. Merci. Ça me fait plaisir de commencer à Marrakech avec ce magnifique endroit. Et j'ai un peu l'impression que c'est à l'image de la cuisine marocaine, donc très royale, avec beaucoup d'odeurs et très colorée. Exactement, on est dans le jardin secret et c'est un lieu quand même qui a plus de 400 ans d'histoire. Et maintenant, c'est devenu un des endroits les plus incontournables de Marrakech. Si on passe à la Médina, on passe pas au jardin secret. Il manque quelque chose. D'accord. En tout cas, j'ai beaucoup de chance d'être avec toi parce que tu es chef ici à Marrakech et donc j'ai hâte de goûter ce que tu vas me faire découvrir. La cuisine marocaine, c'est tout un patrimoine, tout un rituel, de l'hospitalité. En fait, c'est un univers énorme, la cuisine marocaine. On va passer par une boisson incontournable, quelque chose qu'on sert toujours à nos convives, c'est le thé à la menthe. On va s'installer et je t'explique un petit peu. Salam, ça va, Bekher? Allah. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le thé à la menthe marocain? C'est une boisson qui existe depuis des siècles et des siècles. Merci. Shukran. Et dans l'histoire de la gastronomie marocaine, depuis le XIIe siècle, on parle déjà d'une boisson à la menthe. Et à l'époque, on faisait de l'infusion de la menthe avec du safran, des épices, de la gomme arabique. Et depuis les échanges commerciaux avec l'Asie, on a découvert le thé. C'est après qu'on a commencé à rajouter les graines de thé. D'accord. Donc, comment on dit bienvenue au Maroc? On dit marhaba. Marhaba. Alors, marhaba, dans mes échappées gourmandes au Maroc, on va commencer ici à Marrakech avec le chef Faisal. On va poursuivre dans l'Atlas, dans les montagnes, et puis on va aller à Walidia sur le littoral pour finir à Casablanca. J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un tagine de poulet au citron et aux olives. Chef Anto est de retour. Et au Maroc, Moi, j'ai toujours faim. la cuisine fait vraiment partie du voyage. Ici, nous vendons des dizaines de mélanges d'épices. Et toutes vont accompagner un plat particulier, que ce soit à base de poulet, de poisson ou d'agneau. Sans elle, la cuisine marocaine n'existerait pas. Une cuisine généreuse, Ce fromage, c'est vraiment le meilleur. Celui qui le goûte une fois ne peut plus s'en passer. Explosion de saveurs. une cuisine solidaire. Le filet a super bien fonctionné, Dieu merci. Je peux dire à toutes les femmes que ce soit difficile ou bien impossible, si on veut, si on l'aime, on va le faire et on va réussir. Et une culture qui se transmet. Le thé à la menthe fait partie de notre quotidien. Nous en buvons beaucoup. Il stimule la mémoire et donne du tonus. Ça nous rend heureux. Une échappée. Et regarde-moi ça. Oh là là. Vraiment gourmande. Le partage de repas, ça stimule l'appétit. Bienvenue au Maroc. Bonjour. Je sais qu'il y a un aubergine ici, c'est ça? Oui. J'ai un risotto ici. Oui. Merci. Coriandre, persil, citron confit, citron, huile d'olive, paprika et lait de coco. Bonne dégustation. Si c'est bon, c'est moi. Si c'est pas bon, c'est les autres. Ils sont là-bas. Vous pouvez envoyer la suite pour la table 1. T'es vraiment au four et au moulin, quoi. Tu fais tout, t'es en salle. J'adore. Moi, j'adore servir. L'hospitalité marocaine, c'est toujours le hôte de la maison qui sert. Ça, c'est un des plats signature. C'est un plat de pauvres marocains aussi et des ouvriers. Et c'est un plat, normalement, on fait suer les oignons et les tomates et on casse des œufs. Et on mange comme ça. Et j'ai pris les mêmes facteurs de ce plat. Mais réinterprété. Exactement. Ah oui, là, on ne croirait pas un plat du pauvre. Hein. Bah, il n'y a que de la tomate et de l'œuf. Mais par contre, il y a beaucoup de création derrière. Oui. Ici, cette tuile, j'ai pris une tomate cœur de bœuf, je l'ai coupée, je l'ai dessinée et j'ai fait une tuile. Ah oui, c'est vrai, ça fait penser à la tomate cœur de bœuf. Ça donne envie. Moi, ce que je fais, c'est m'inspirer de l'histoire de la cuisine marocaine. Et je rajoute pas mal de techniques. Casser les codes, garder les bases. Quand un Marocain mange... Il reconnaît le plat dans le goût, mais pas forcément visuellement. Exactement. Ça, c'est un dessert. Ça, c'est un autre dessert. Ah, c'est très joli.
Et ça, c'est de la gourmandise. Ah, on dirait un croque-monsieur. Ouais, c'est un croque-sidi. Parce qu'au Maroc, nous, on ne dit pas monsieur, on dit sidi. D'accord. C'est une galette marocaine, un jambon de veau. Tu te fais plaisir, tu goûtes ce que tu veux. Alors, ce que j'aime déjà, c'est le fait que ça soit très fin. C'est bon, hein? Oui, bon. Bonjour. Voilà. C'est incroyable. On a vraiment le goût de la tomate et la texture de la tomate. Au revoir, à bientôt. Tu goûtes sans moi? Non, je ne pouvais pas patienter. Ça me faisait trop de l'œil. Et j'aime encore plus maintenant que tu m'as raconté avant l'histoire. J'ai limite fait un voyage, tu vois. Excellent. Service fini. Je laisse les autres travailler pour le reste. Et je pense qu'on va aller faire une petite balade tous les deux. Une belle limousine. Limousine à Marrakech. Ouais, ça te dit? Ça me dit. Allez. Non. Voilà ta limousine. Salam alaikum. Alhamdulillah. Voilà. Le luxe de la calèche à Marrakech. Bah, c'est royal. Moi j'adore, c'est ma petite berceuse la calèche. Bah oui. Je fais ça presque tous les dimanches. C'est super parce qu'on n'est pas dans le rythme d'une voiture et on n'est pas non plus dans le rythme d'un piéton. On est entre les deux. Exactement, tranquille, on profite un peu de la ville. T'as un petit service un peu à la royale. Oui, c'est vrai. Tu te sens que tout le monde autour de toi, tout le monde attend que tu passes. Bah oui. Moi personnellement, je kiffe. Toi, tu as toujours vécu à Marrakech ou tu as bougé un peu? En fait, moi je suis natif de Rabat, la capitale du Maroc. Mais dans ma carrière professionnelle, je me suis directement installé ici en 2007. Et pourquoi avoir choisi Marrakech? Il y a beaucoup de chefs français, il y a beaucoup de chefs étrangers. Et c'est une ville où il y a beaucoup de concurrence. Ah, et t'avais pas peur? Ça fait peur, non, mais c'était une motivation pour moi, pour venir s'installer ici à Marrakech. Le minaret de la Koutoubia, c'est un des icônes emblématiques du Maroc. Il fait 77 mètres de hauteur. Il existe depuis le XIIe siècle. Quand on parle de Marrakech, tout de suite, on lie le minaret avec la plage Al-Afna. Hop là. Choukran. Chakran. On change complètement d'ambiance là. Ouais, on est dans la place emblématique de Marrakech, la place Jamafna. Le matin, c'est plutôt souk. Les gens, ils viennent pour le souk. Quand tu dis souk, c'est un marché. Un marché. Mais le soir, allez, t'en as 70 ou plus de box street food. Chacun sa spécialité, chacun sa nourriture. Il y a des serpents. Ouais, il y a des serpents. Oh, t'as des cobras. Moi, je m'approche pas. Ah bah moi non plus, je m'approche pas. Et de ce côté-là, marchand de jus fruits secs, t'as du miel, de l'huile d'argan, les bonnets traditionnels. C'est très organisé en fait. Ouais, bien sûr. Là, on va se balader dans le souk, où t'as de tout. Des chaussures, des sandales, de la théière, de la vaisselle, des décors. On va arriver chez le Haj Lamine Mustafa, l'icône, la source d'inspiration. Vous buvez un peu de thé? Un Oui, thé, bien après, sûr. ouais. Voilà. Le thé de bienvenue. Soyez les bienvenus. Merci. Et c'est le maître des méchouis au monde, pour moi. Ah oui, le roi du michu au monde. Hein. Le maître. Vous allez goûter, vous jugez. Ah oui, C'est vous moi, qui jugez. vous avez toujours eu ce restaurant-là ou vous avez fait autre chose avant? Ouais, j'ai travaillé chez le roi Hassan II, Allah yarhamou. Il y a beaucoup de célébrités, mais il reste toujours simple. Yallah, on va venir voir le four. D'accord. Après vous. C'est l'excitation pour moi. Ah oui? Cette ouverture de four. Voilà, Ah, c'est ça le four? voilà, madame. En fait, je m'attendais à tout sauf à un four comme ça. Voilà, vous voyez, C'est incroyable. Et là, ils ont cuit pendant combien de temps? à peu près 2 heures, mais il faut 3 heures du bois. En fait, c'est comme une cocotte minute. Le secret, la construction, au début, c'est avec de l'argile, et la fermeture, c'est avec de l'argile. Comme une jarre, comme ça. Exactement. Une jarre en terre. Il y a des clients qui arrivent. Waouh!
Ça, c'est une cuisson traditionnelle typiquement marocaine? Exactement. Le méchoui d'agneau à l'étouffée, c'est une technique qu'on trouve depuis le XIIe siècle. C'était au désert, parce que les Arabes, ils étaient au désert. L'avantage de cette technique, que l'agneau et la viande, elles gardent son jus et très tendre. On n'a même pas besoin de couteau, c'est juste... Je salive déjà. Voilà. Vous allez le goûter quand même. Ouais, on a hâte, on a hâte. Bismillah. Et de la découpe. C'est le plus intéressant, là. Ouais, exactement. Venez. Vas-y, allez-y. Ça se mange comme ça. Choukran. Voilà, choukran. Normalement, il y a le cumin. Goûte. T'as vu Je ne t'ai donné que des bons morceaux. Il t'aime bien. Ah, c'est bon. C'est tendre. C'est juteux. Oui. Mais même les rognons sont fondants, tu vois. Et un peu de sel et du cumin. Voilà. Oh, merci. Ah, c'est le pain qu'il a trempé dans le jus. Dans le jus. Ah, c'est bon ça. Ouais, bon, ça C'est incroyable. Mais vrai. Mais vrai. Choukran. Merci. Merci beaucoup. Merci, Nous sommes franchement. très heureux de votre visite. C'est le meilleur méchoui que j'ai mangé de ma vie. Inch'Allah. Et là, on va y arriver à la place des épices. C'est vrai qu'on a les odeurs des épices là, qui sortent un peu de tous les côtés. Exactement. Et c'est très coloré. Très coloré, très inspirant, très vivant. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va très bien. On tombe, ça va. C'est incroyable, tout ça vient du Maroc? Et les épices, malheureusement, ça vient de l'Inde, beaucoup. Ouais. D'accord. Ah oui. Parce qu'on va beaucoup parler du cumin marocain. Donc, Oui, le cumin, ça vient de Maroc. Ça, c'est du cumin. C'est oui. bon pour les salades Oui. et les brochettes. On va rentrer dans la festivité de la plage Jemaa El-Fna. Et dès le coucher de soleil, tout de suite, on sent cette vie. Oui, il y a plus de monde là. Ça sent les grillades. Ouais. Oui, il y a des tables qui ont déjà été dressées, donc on peut s'asseoir. Exactement. Ça fait longtemps qu'on vous attend. On fait de vie sur la mer et le pays de l'eau. Et garantie 2 ans. Tu peux montrer, on est là 26. Inch'Allah. Et on voit une mixité, tu vois, sur les tables, tu trouves des locaux avec des touristes, on se partage des tables. Et c'est là où je vais te découvrir une recette. C'est une sorte d'escargot. Ah, vous mangez les escargots? Exactement, ça te dit? Bah oui, bien sûr. En fait, tu le fais avec de la cannelle, de l'anis, le thym. C'est bon. Et tu sens le goût anisé, réglisse et tout. Mais c'est incroyable parce que quand on parle d'escargot, on ne pense pas à la cuisine marocaine. Ah bah si, c'est normalement c'était les Berbères qui faisaient ça dans les montagnes et le nomade. Bonjour, ça va? Oui. Ça se passe bien? Vous avez bien dormi? Parfaitement reçu. Petit matin sur Fès, la capitale gastronomique du Maroc. Cécile et Jean-Michel, deux voyageurs originaires de Nice, vont suivre un cours de cuisine dans un riad. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un plat spécial qui est la pastilla. D'accord. C'est une création merveilleuse. Amina, la propriétaire des lieux, va être leur guide. Une expérience qui commence dans le marché au cœur de la Médina. Bonjour. Je voudrais acheter de beaux morceaux de poulet, bien coupés. Ça fait partie de l'expérience et c'est toujours avec plaisir d'acheter les premières matières. Il faut bien choisir ses ingrédients. Toute la matinée, ils vont acheter les produits nécessaires. Des œufs, de la coriandre et évidemment des épices. Ça, c'est les filaments de safran. Incroyable. Extraordinaire. Extraordinaire. Sans oublier les amandes. C'est ce qui enrichit la farce de la pastilla. Ça donne un goût spécial entre le sucré et le salé. Pour Cécile et Jean-Michel, c'est une plongée au cœur de la gastronomie marocaine. On est très curieux et pouvoir faire un super bon plat marocain chez soi. Enfin, j'espère. On verra, je crois que c'est pas évident quand même.
Une fois le panier bien rempli, retour au riad pour la cuisine avec Fatima, la chef. Un cours de cuisine dans un cadre 4 étoiles qui commence par la confection des feuilles de briques. Le basket, c'est l'étape la plus difficile. Oui, la plus compliquée. Pour que ça soit fin, en fait. Et vous allez passer pour travailler la même chose. Vous allez la remplacer. Ah non, pardon, je me suis trompée. Attends. Oh là là, je suis pas du tout douée, moi. Il faut avoir le bon dosage d'appui. Il faut aller vraiment vite et non, c'est pas évident. Bon, il faut s'entraîner. Il faut ensuite préparer la farce à partir du poulet avec tous les ingrédients achetés le matin. La cannelle, c'est très important. La viande va ensuite mijoter pendant 1 heure. La chef termine en remplissant les briques, alternant les couches de viande et de farce avant de replier la pastilla. Maintenant, elle va aller la mettre au four pour la cuisson et après, elle va la décorer et vous allez déguster la bonne pastilla facile. Une décoration avec sucre glacé, cannelle, amandes et miel. Et c'est sur la terrasse qu'ils vont pouvoir déguster cette spécialité de Fès. Ce qui est bon, c'est le bon dosage sucré-salé. C'est l'onctuosité de la farce. Ça fond dans la bouche. Ça mélange. C'est délicieux. Dans une autre ville du Maroc, à Meknès, Halima, elle aussi, veut faire rayonner la gastronomie marocaine. Et malgré ses airs de mère de famille lambda, elle revendique 7 millions d'abonnés sur YouTube. Son secret, partager chaque semaine des recettes traditionnelles depuis sa cuisine. J'ai commencé au départ à faire des vidéos pour ma famille ou des proches, jusqu'au jour où une amie m'a conseillé de les partager avec davantage de personnes sur les réseaux sociaux. Sa marque de fabrique, des vidéos courtes et des plats simples, faciles à refaire à la maison. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un tagine de poulet au citron et aux olives. On commence par couper les oignons assez fins. Mes abonnés, qu'ils viennent d'Europe ou d'Amérique, découvrent souvent la cuisine marocaine grâce à ces recettes. Et en lisant leurs commentaires, j'ai remarqué que ce n'est pas juste une expérience passagère, mais qu'ils devenaient de véritables adeptes. Et ce qui était un simple loisir au départ est devenu un emploi à plein temps pour cette mère de 3 enfants. Au début, c'était ma fille de 8 ans qui me filmait, le téléphone à la main. On faisait ça à son retour de l'école. Ce n'était pas facile car souvent, sa petite sœur de 2 ans faisait du bruit derrière la caméra. Donc il fallait interrompre le tournage. Maintenant ça va, je m'en sors toute seule. Malgré cette simplicité, Halima est aujourd'hui devenue une célébrité dans son pays. Voici ma vidéo la plus populaire. Elle a été vue 22 millions de fois. C'est une recette de shabakia, une pâtisserie traditionnelle que l'on prépare souvent pendant le ramadan. Et voilà, le tagine est prêt. Les oignons caramélisés. Essayez cette recette, vous allez l'adorer. Au revoir. Il ne me reste plus qu'à faire le montage vidéo et le partager sur mes réseaux. Et à la fin, rien n'est gaspillé, c'est mon mari et mes enfants qui se régalent. Embellir cette riche culture est aussi l'objectif d'Anaël. Cette franco-marocaine s'est installée à Tanger où elle s'adonne à ses 2 passions, le dessin et la pâtisserie. Épicerie aux couleurs vives ou stand de fruits acidulés, ces illustrations dépeignent la vie quotidienne à travers 1000 détails. Il y a une spontanéité dans les rues du Maroc et en une journée, j'aperçois des choses que j'ai envie de dessiner. Dans ma tête, il se passe plein de choses tout le temps et j'ai envie de sortir avec un carnet. En parallèle de son activité artistique, Anaël ouvrira dans quelques semaines une pâtisserie et un salon de thé dans le centre de Tanger. Dans l'effervescence de la dernière ligne droite, elle teste ses recettes pour trouver les meilleures formules. Il n'y a pas que la corne de gazelle. Aujourd'hui, j'ai envie d'essayer le nougat glacé, qui est pour moi un emblème de Tanger, avec du safran et des dattes.
Je réfléchis beaucoup au visuel des gâteaux et j'ai envie qu'il y ait un parallèle avec... donc on ait l'impression que ça sorte de mes dessins, quelque chose de généreux et qui puisse évoquer des souvenirs et des images quand on les déguste. Verdict pour ce nougat glacé. Je trouve que ça marche super bien. Je pense que ça peut être une déclinaison intéressante qu'on pourra proposer dans la pâtisserie, qui reprend le nougat avec rose et safran. C'est super intéressant. Des douceurs marocaines au parfum subtil et envoûtant. Ça, c'est Rahba. C'est le petit marché de transition et vente de moutons et on trouve toutes les races. Tu as des petits fermiers qui ramènent leurs 3, 4, 5 moutons pour vendre ici directement. Et on voit les négociations vraiment à l'ancienne, 2, 3 personnes sur la même pièce. C'est énorme, les dindes. Ouais, ils font de la musculation chez nous. C'est la boucherie. C'est là où les gens ils font leur achat pour la semaine de la viande. Et du coup, il y a des restaurants, on peut même manger sur place. Exactement. Regarde. Ça donne faim tout ça? Mais je sais pas si toi t'as faim. Moi j'ai toujours faim. Tu sens la braise, tu sens la viande, tu sens le pain chaud. Elles sont prêtes? Ouais, c'est bon. Merci mon ami. Et surtout, le truc de savoir, c'est de la viande fraîche qui va être préparée tout de suite. Plus frais que ça, il n'y a pas. Tiens, je te donne le pain. Voilà. Shukran. Alors, les choses sérieuses commencent. Merci. La meilleure des choses, normalement, c'est de prendre un peu de gras de rognon. Un bout de pain, le gras, avec le sel et le cumin. C'est délicieux. En fait, ici, tu vas faire tes courses, tu ne manges pas avant de venir. Et puis comme ça, tu profites. Je ne mange pas la veille. Ah, toi, la veille. Je dîne pas. Moi, je suis aux anges. Non, bah, je suis avec toi. Ici, c'est un marché hebdomadaire. Exactement. Dans nos traditions marocaines, le souk hebdomadaire, c'est quelque chose de très important. Et chaque producteur régional, il présente ses produits. Et on vient pour faire les courses pour toute la semaine. Je viens ici pour m'inspirer pour une cuisine locale, saisonnière. D'accord, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici, c'est de saison. Exactement. Tout est produit au Maroc. On ne va pas trouver, par exemple, l'ananas. Oui. On va trouver que de la banane, de la pomme, des raisins, des trucs que, normalement, nous, on mange localement. Tu vois, la sauge, la marjolaine. Tu connais ça? La verveine. Exactement. J'ai le remède miracle contre les maux de tête, la camomille sauvage. Tu prépares un thé avec cette plante et c'est terminé. Ici, je te ramène à l'association Amal. C'est une association à but non lucratif qui fait beaucoup de choses pour les femmes en situation difficile. Moi, je les connais depuis 2014. En fait, c'est très important pour moi parce qu'ils forment ces femmes pour intégrer le domaine professionnel. D'accord. Donc après cette formation-là, elles peuvent travailler, par exemple, dans ton restaurant. Oui, exactement. C'est le but de l'association. Bonjour. Salam alaikum. Bienvenue à Chef Anto, Chef Faisal, c'est un grand plaisir. Donc là, c'est nos chefs qui font la formation pour qu'elles puissent intégrer n'importe quel restaurant, établissement. Et ici, elles apprennent la cuisine, que la cuisine marocaine, ou il y a aussi des ouvertures sur d'autres cuisines du monde? On a un secteur de restauration très très actif à Marrakech. Donc il faut qu'elles apprennent les bases de cuisine, comme on va dire, internationale. Moi, j'aimerais bien voir ce que vous cuisinez habituellement. Nous, on est connus pour notre couscous du vendredi. Alors c'est ce qu'on va cuisiner avec vous aujourd'hui. On va voir comment ça se fait de A à Z. On voit que les filles ont déjà commencé. Je vous présente Chef Fatiha.
va nous faire un bon couscous avec ses étudiantes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Dis-nous ce qu'on peut faire. Couper les légumes. Mais le couscous, c'est marocain? C'est un plat du Maghreb en général, mais par contre, ce qui fait la différence, c'est nous, la cuisson. Il faut cuire à la vapeur pendant 1 heure, après le remodeler avec un petit peu d'huile d'olive. Et c'est un plat de rassemblement familial. En fait, tu dis que le couscous vient du Maroc parce que tu es marocain. Oui, bien sûr. C'est une cuisine berbère. Donc les épices, on met ça avant d'allumer le feu. Exactement. Alors là, tu vas rajouter aussi du gingembre. Et ça, curcuma. Bien bombé. Et là, on mélange ou on laisse... Non, on laisse comme ça, on va le mettre tout de suite à saisir. D'accord. Au feu. On va laisser le petit Sam gérer le reste. Maintenant, on va le remodeler avec de l'huile d'olive. Comme ça, on va essayer de séparer les graines. C'est le but. Ah, mais ils sont déjà séparés, là. Non. Pas assez. Voilà. Vas-y, n'hésite pas, tu vois, tu fais comme ça. Ça, c'est le geste ancestral marocain par excellence. Je ne sais pas si toi, tu te rappelles de ta grand-mère qui faisait ça. Comme tu as dit, donner du gramme et donner de l'amour. De l'amour. Nora, c'est quoi ton rôle dans l'association? Je suis la fondatrice de l'association. Tout a commencé avec Chef Fatiha, qui n'a vraiment pas eu d'opportunité dans sa vie. En fait, elle était au travail à l'âge de 10 ans. Je l'ai rencontrée à l'âge de 40 ans et elle n'avait pas un sou à montrer pour 30 années de travail. Tu t'es dit, qu'est-ce que tu pouvais apporter de plus Voilà, on a commencé un tout petit business de pâtisserie. Petit à petit, ça a eu du succès. Et pour la première fois, tu peux apprécier le fruit de ton travail et en vivre. Ouais. Là, aujourd'hui, on est sur 3 centres. On est 46 employés. On a un restaurant qui marche très bien. Beaucoup de nos étudiantes n'ont jamais été dans un restaurant elles-mêmes pour être clientes. C'est pas juste savoir cuisiner, mais c'est toute la culture autour. Bien sûr. Ça commence à sentir bon, là. Ben là, on est à l'étape 37 du couscous. Oui, je vois bien que c'est un peu long, donc je voulais que Faisal et moi, on propose des façons différentes aussi. C'est un petit battle que tu nous proposes? Je dirais pas battle, mais on va dire c'est un échange de culture. Bon, je sais que vous êtes en plus grand nombre, mais je suis sûre que c'est moi qui vais gagner, quoi. La panthère du Gabon. Et le lion d'Atlas sur place. Tu vas tout passer à la râpe ou quoi? Oui, je vais tout passer à la râpe. Ah, ok. Moi, je vais faire une recette très simple qu'on appelle amiwo au Bénin ou djenkoumé au Togo. Et en fait, c'est de la semoule plus travaillée comme une polenta. Je vais pas trop challenger quand même en temps. Je vais faire moi un dessert. Quand on fait le couscous, il y a toujours de la semoule qui reste. Je vais accompagner ça avec un peu de fruits secs, fruits, agrumes et tout, pour une douceur à la fin. Vous en êtes encore pour longtemps parce que, en tout cas, nous, le couscous, c'est terminé. Hein. Si on avait 3 heures d'avance comme vous, ouais. Des excuses, hein. J'entends que des excuses. Le lion de l'Atlas, il est mort dans la montagne, là. Il a pris froid, là. Ben, on va pouvoir goûter. Non, va dire. Très acidulé, très bon. En fait, c'est très bon. C'est les oignons tombés comme ça avec la tomate, ouais, c'est très bon. Il y a beaucoup de saveurs, oui. Oh là. On remet un peu de sauce parce que c'est peut-être un peu sec. Alors ouais. C'est très, très bon. En plus, les grains, ils se détachent même dans la bouche. Exactement. Les légumes sont fondants. C'est très parfumé. Bah, le pois chiche, ça ramène de la mâche. Oui. On passe au dessert? Oui.
Alors on est passé des grandes cuillères aux petites cuillères de dégustation. Ça, c'est la générosité de la femme marocaine et tout. J'ai choisi de faire un petit truc, mais atomique. Fleurs d'oranger, menthe, agrumes. C'est doux parce que tu as la douceur du lait concentré, tu as l'acidité, le croquant des noix et tout grillé, caramélisé là. Très très bon. Bah, comment on va faire pour nous départager? Parce que là... Il y a différentes catégories. Pour ce qui est de la simplicité, c'est le vôtre. Les ingrédients sont simples, le temps n'est pas très long. Et on a très envie de manger encore plus quand on... Donc... Oh, bravo. Bravo. Pour ce qui est de variété de techniques, c'est Chef Faisal. En plus, c'est le prix de la créativité. Oui, donc le prix créativité. Prix tradition, c'est Chef Fatiha. Générosité, amour, hospitalité, bravo. Voilà. Faire pousser fruits et légumes au Maroc peut s'avérer une mission délicate. La faute à une sécheresse récurrente et donc un déficit en eau. Nadia, productrice dans la région de Demnat, à l'est de Marrakech, tente de relever ce défi. Alors ici, on est au pont d'Iminifri. C'est un lieu mythique où, à partir de l'âge de 4 ans, je venais avec mon frère. On faisait plein de petits barrages avec des tortues d'eau. Donc c'est un très bel endroit rempli de souvenirs. Ça fait 6 ans maintenant qu'on est touché de plein fouet par la sécheresse. C'est trompeur parce que si vous voyez un peu d'eau là, en fait, à l'époque, tout ça c'était inondé. Donc ça n'a rien à voir avec la petite rivière qui coule aujourd'hui. Nadia, qui a grandi entre la Suisse et le Maroc, a définitivement posé ses valises ici, tout d'abord en ouvrant une maison d'hôtes, puis, il y a 4 ans, en créant une coopérative agricole en zone semi-aride. 14 hectares de cultures biologiques, dont 1 hectare en maraîchage et 4000 arbres fruitiers plantés. Ok, alors on va commencer à ramasser les poivrons, les carottes, aubergines et les poireaux. Hein? Face à la sécheresse, Nadia a dû réfléchir à la meilleure manière de faire perdurer ses productions. Culture en creux pour capter l'eau, régénération des sols ou paillage pour éviter l'évaporation. Pour nous, c'est de voir ces poivrons, eh ben, c'est une partie gagnée, quoi. Parce que c'est la preuve qu'on arrive à cultiver malgré des conditions extrêmes. Les arômes sont beaucoup plus prononcés dus au soleil et au terroir. Et puis en plus de ça, si on arrive à travailler justement avec des apports importants en matière organique, c'est des fruits et des légumes qui ont des arômes exceptionnels. Mais pour produire ces légumes, Nadia doit trouver de l'eau. Elle fait donc parfois appel à un sourcier pour l'aider dans cette quête. Bonne nouvelle, l'homme semble détecter quelque chose. Il y a une rivière souterraine qui part d'est en ouest et une autre qui vient par là, de la montagne. Si vous creusez ici, à leur point de croisement, vous aurez très certainement de l'eau. L'eau, c'est le nerf de la guerre. Si on veut survivre, maintenant la priorité, c'est de trouver plus d'eau. Dans son projet, l'aspect social est également central. La coopérative forme une quinzaine d'agriculteurs locaux à travailler en permaculture. Des spécialistes de l'agriculture biologique sont venus nous former sur des techniques et des astuces, comme par exemple la taille des pommiers ou des oliviers. Et maintenant, c'est nous qui transmettons ces connaissances à d'autres jeunes qui viennent ici. Il ne reste plus qu'à charger ses fruits et légumes. Puis, direction le centre de Marrakech et le cadre magnifique du jardin Majorel. En effet, le célèbre jardin organise chaque samedi matin un souk fermier avec vente de produits bio. Une belle récompense pour Nadia.
C'est un très beau cadeau. Et puis, tout est là, ce qu'on cultive à la ferme. Des fois, c'est difficile quand tout est réparti dans le champ de voir vraiment le résultat. Et là, en fait, aujourd'hui, le samedi matin, c'est le résumé de notre travail. On est sûr de manger des produits fermiers, naturels, sans pesticides, sans produits néfastes pour la santé. C'est des kivanos. Kivanos, non, c'est comme tu les pelles, oui. Et puis c'est comme des concombres à l'intérieur. J'habite à Marrakech et habitant ici, je trouve important d'acheter mes produits frais dans une ferme qui fait attention à son environnement. Le cadre est super, hein, on est au jardin Majorelle, c'est hyper sympa. C'est amusant de voir se côtoyer à la fois les touristes et puis les Marocains, bien sûr. Une initiative qui sème les graines d'un Maroc plus vert et tournée vers une agriculture durable. C'est impressionnant. Franchement, la vue est incroyable. Quand on pense au Maroc, on pense beaucoup au désert. Ouais. Et d'être dans les montagnes comme ça. Il y a à peu près 15 000 habitants. Et c'est l'une des vallées cachées du Maroc. Donc là, vraiment, c'est le Maroc profond. Ah ben oui, ça, je veux bien le croire. Tu habites ici et tu travailles ici? Je suis né ici, je suis grandi ici. Mon rêve, c'était toujours de retourner de vivre ici. C'est pour cela que j'ai choisi de faire guide de montagne comme métier et de faire de la musique aussi. Comme ça, tu as plus de liberté et tu as le temps de rester chez toi, quoi. D'accord, donc j'ai la chance d'être avec un guide de montagne. Ben, c'est un plaisir, c'est un énorme plaisir. Tu te balades souvent avec ta guitare? Ouais, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas amené en dos. Là, ça fait du bien. En plus, avec le paysage là, avec les premières neiges de cette saison. Ah là, oui. C'est un bon signe, en fait, pour une bonne saison. Et tu m'emmènes où, là? Là, on va aller au lac des Orages. C'est un lac saisonnier, donc il n'y a pas d'eau parce qu'on vient de passer les 8 ans de sécheresse. Hey Mora. Hey Ayoub. Comment ça va? Très bien. Qui nous as-tu ramené? C'est mon ami, Anto. Je lui fais découvrir l'Atlas. Tu as pris ta guitare? Oui. C'est bien, tu mêles l'utile et l'agréable. Je te présente Mohamed. Bonjour, comment ça va? La santé? Parfait. Comment vous portez-vous avec le froid? Très bien, puisque la pluie est tombée. Avec ces pluies, tous les problèmes seront résolus. Comment vont les bêtes? Bien. Elles ne manquent pas de nourriture, car, grâce à Dieu, des averses sont tombées. Et maintenant, on attend les chutes de neige. C'est bon de revoir l'eau dans la vallée. Vous êtes là depuis quand? On est là depuis 6 mois. Ah oui. Et quand l'hiver s'installera, nous partirons pour le sud-ouest. D'accord, donc 6 mois ici, après ils changent 6 mois. Dans l'autre côté. Derrière le massif d'Ongoun. Vas-y. Oh, regardez-moi. C'est tout petit. Ouais, c'est tout petit, il faut faire gaffe à la tête. Je vous laisse avec mon fils. Moi, je vais rassembler le troupeau. Ça va aller? Oui. Ok, tu nous rejoins ensuite? Si Dieu le veut. Salam. Salut, comment ça va? Sois la bienvenue. Merci de nous accueillir. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Le thé est chaud. Tu veux du thé? Du thé, oui, je veux bien. Ça va me réchauffer. Ah ouais. Shukran. Mohamed, qu'est-ce que tu nous fais de bon là? Là, je vais cuire du pain.
Regarde, tu vas être impressionné. Tout d'abord, il faut retirer les cendres qui couvrent les pierres. Ça s'appelle afdir. Afdir. Là, Mohamed, c'est quoi comme pâte? Une pâte de blé. Et là, on étale sur les pierres chaudes. Mohamed, tu brûles le dessus de la pâte, là? Oui, j'essaye de former une croûte pour le protéger de la cendre. D'accord. Et toi, tu le fais comment ton pain? Nous, en fait, en Afrique centrale, on n'a pas de pain. C'est pas dans notre culture. Ah bah moi, je viendrai pas manger chez toi alors. Ah. En fait, c'est ça qui fait office de four. Ouais, exactement. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Il sera cuit dans 10 minutes. De quel pays tu viens? Moi, je viens du Gabon. C'est un pays d'Afrique subsaharienne. Ah, le Gabon. En Centrafrique. Tu as ramené les moutons? Oui, mais ils étaient partis très loin. Soulève le couvercle. Waouh! Et là, le pain est prêt. Oui, mais il faut retirer les pierres maintenant. T'es chaud? Oui. Ça. Très. En tout cas, ça donne envie. Hein. Voilà, c'est prêt. Wow, bravo. Merci. Maintenant, on va goûter. Ah oui, oui. Le gami là. La table. La table. En fait, il est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Ah oui. Un croustille. Ouais, il est vraiment croustillant. Là, on l'appelle gamila. Gamila. C'est un mélange de la viande du poulet. Là, c'est du poulet, des carottes, des oignons, des patates et un petit jus. Le pain est incroyable. Ouais. Eh ben, merci, messieurs, parce que c'est très, très bon. Alors, bon appétit. On a un proverbe, en fait, au Maroc, qui dit « Il shba'at al-kirsh, il shba'at al-kirsh, katgoul al-ras ghanni ». Ça veut dire quand tu as le ventre bien rempli, ça te demande à chanter après. Je vais chanter une chanson, Titrit. Titrit. L'étoile. Si Chef Chaouen, surnommé la Perle Bleue, est célèbre pour ses maisons peintes couleur azur, la cité du nord du Maroc est aussi réputée pour faire partie des villes de la diète méditerranéenne, un label reconnu par l'UNESCO qui met en valeur une alimentation saine à base de fruits, légumes, poissons ou encore céréales complètes. Vous pouvez commencer à ramasser les olives. Souad a bien intégré ces principes dans sa coopérative agricole biologique. Ici poussent plus d'une centaine d'espèces de plantes ou d'arbres fruitiers, dont près de 600 oliviers. On a la variété marocaine qui est la picholine marocaine. Elle se distingue par un goût de fraîcheur, mais surtout le goût tomate qui ressort le plus. Souad, qui a longtemps travaillé dans une multinationale de Casablanca, a opéré un virage à 180 degrés et opté pour un retour aux sources salvateur dans son village natal. Pendant qu'on était enfant, on était toujours très proche de nos grands-parents, en train de cueillir les olives, en train de trier les semences et tout ça. Et tout ça a été gardé en tête. Et quand j'ai eu la possibilité de le faire, je suis revenue et sans aucun regret. Elle met aujourd'hui toute son énergie pour retrouver les semences anciennes, comme le petit épeautre qu'elle sème chaque année. Mais avant d'être mise en terre,
ces semences doivent être triées pour séparer blé dur, orge et petit épeautre. Ces femmes sont exceptionnelles, elles font un travail de fourmi ou d'abeille. Le petit épeautre, c'est une semence très ancienne, c'est l'ancêtre du blé qui a été oublié, je dirais, et carrément en voie de disparition. On peut faire du couscous avec, on peut faire de la farine, très riche en sels minéraux, très riche en potassium. C'est une semence extraordinaire, très très intéressante au niveau de la santé. Salam alaikum. Bonjour. Je te rapporte des olives fraîches. En ce début de saison, Souad doit maintenant tester le rendement des olives grâce au moulin traditionnel du village. La fraîcheur, on sent. La pâte obtenue sera ensuite placée dans ces petits paniers en osier, puis passée dans le pressoir en bois afin d'obtenir le précieux nectar. Une huile riche en polyphénol et aux propriétés antioxydantes. Alors l'huile, le nouveau cru qui sort. Chaque année, c'est la découverte. Quel goût elle a, quel ceci, quelle couleur. C'est ça, on s'émerveille chaque année. Les premiers jours, c'est assez extraordinaire. Toujours dans les environs de Chefchaouen, Abdesalam est aussi un ambassadeur à sa manière de ce régime alimentaire aux nombreux bénéfices pour la santé. Lui est éleveur de chèvres et confectionne du beurre et du fromage. Depuis tout petit, je m'occupe du troupeau, comme mon père et mon grand-père avant moi. C'est une vie simple, mais ça me plaît. Abdesalam récolte chaque jour le précieux lait de ses chèvres. Des chèvres qui se nourrissent exclusivement des herbes aromatiques de la région. Cette plante, on la nomme le lavandin. Ici, on a du thym. Et celle-là, le pistachier. C'est très bon pour la santé, surtout pour l'estomac et les problèmes intestinaux. Et en fin de journée, une fois acquitté de toutes ses tâches, le berger peut enfin se reposer pour savourer un moment de tranquillité. Ce fromage, c'est vraiment le meilleur. Il est délicieux, car toutes ces herbes sauvages lui donnent un goût unique. Celui qui le goûte une fois ne peut plus s'en passer. Abdesalam pourra ensuite livrer sa production au marché ou au restaurant de Chefchaouen. Comme à Hamza, un établissement qui possède l'une des plus belles terrasses de la ville. Sarah, sa propriétaire, aime utiliser ce fromage pour faire le jben, une spécialité du nord du Maroc. On va l'assaisonner en fait avec du miel, le za'atar, qui est une herbe qui ressemble à l'origan. On a des grenades et de l'huile d'olive. À Chefchaouen, c'est vrai que la gastronomie elle est un petit peu différente dans le sens où ici il n'y a pas de grande surface, donc on est obligé de faire les courses en fonction de ce qu'on trouve sur le marché justement et en fonction des saisons. Originaire de Lille, Sarah a choisi le Maroc comme terre d'adoption. Et c'est grâce à son père, natif de Chefchaouen, qu'elle a ouvert ce restaurant en 2018. Ouais, c'est mon papa qui... Je lui ai appris, ouais, ça me plaisait de revenir sur mes souvenirs d'enfance. La cuisine en général et aussi au Maroc, ça se transmet de génération en génération. Enfin, nous, c'est que notre père qui est marocain, donc forcément, ça s'est fait de père en fille. La gastronomie marocaine, elle est quand même reconnue et il y a une grande importance qui est accordée ici au repas et au moment en famille, justement. En famille ou comme ce midi, entre amis. Là, je vous ai ramené la tagra d'anchois. Super. C'est gras. Sur la table, des anchois riches en oméga 3, la bissara, la soupe de fèves typique de la ville, ou d'autres spécialités qui enrichissent cette diète méditerranéenne. Le partage de repas, ça stimule l'appétit. Une cuisine saine, généreuse et colorée, à l'image de la beauté de Chefchaouen.
paraît pas qu'on est dans la montagne ici. Ouais. Ça fait un peu forêt. Là, je vais te présenter un ami. Elle est là-bas, Mohamed. Et ce qu'il est en train de faire est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la cueillette du safran, donc tu dois faire attention de ne pas marcher sur les petites fleurs. Ouais, c'est Mohamed. Anto. Salam. Mohamed, Anto. Ça va? Et toi? On fait aller. Pareil. C'est la première fois que je vois des plantes de safran. Oui, je connais le safran, mais je ne pensais pas que c'était une plante aussi petite. En fait, le safran, c'est le neveu-né de la vallée. C'est un vrai appui économique pour la vallée. Et comme on a constaté de bons résultats, on s'est mis à en cultiver de plus en plus dans la vallée. Et donc ça fait 3 ans maintenant que je cultive le safran. Combien de fleurs il faut pour faire un gramme? À peu près 150 jusqu'à 200 pour avoir un gramme. Donc, Et justement, j'en ramasse en général 150 à 200 par jour. Ça m'intrigue quand même, j'aimerais bien savoir comment tu fais pour cueillir les fleurs. Tu vas essayer avec Mohamed. Là, il a déjà tout pris. Ouais, il faut faire attention, quoi. Attends, donc là, il faut que je prenne en bas. On ne coupe que la fleur. Et je tire. Mais alors, qu'est-ce qu'on récolte exactement dans la fleur? Il faut l'ouvrir? On doit le récolter tôt le matin lorsque la fleur est entrouverte. Et ce qu'on récolte, c'est le pistil entier, c'est-à-dire ces 3 stigmates. Qu'est-ce qu'on en fait après de tout ça? Une fois séché, ce safran servira à aromatiser toutes sortes de plats, comme certains tagines, ou le thé par exemple. Et d'ailleurs, c'est l'heure du petit déjeuner. Allez, allons-y. Allez, c'est l'heure du thé. شمع السلام عليكم. Salam alaikum. Ah oui, ça cuisine. Voici ma femme Mina, qui prépare les crêpes feuilletées. Voici ma maman, elle s'appelle Aïcha. Regarde, voici le produit fini. Il est prêt à être consommé. La pâte est prête, je vais la cuire. Ah, il a une belle couleur dorée. C'est la couleur de safran. Choukran. Goûte ça. C'est surprenant. Qu'est-ce que tu en penses? On a le côté corsé du thé, mais le safran apporte une pointe de douceur quand même. C'est vraiment intéressant. Ah oui. Merci Amina, c'est très bon. Bon appétit. C'est beau par ici, entouré des montagnes. Ouais, c'est trop bon. C'est mon village. Je vais te montrer la première maison qui a été construite ici avant d'avoir tout le village. Donc la première maison qui a été construite ici, c'est Touja. C'est toute la maison là-bas. Ici, il y a un grenier qui sert à stocker du blé. Et avant, il n'y avait pas de maison, sauf cette maison-là. Et c'est la famille qui a créé tout le village? Oui, exactement. Donc là, on parle à peu près à 4 siècles. Et là, on va monter un petit peu en haut pour voir le village d'un autre côté. Tout est en hauteur, hein. C'est bien charpenté ici. Ah ouais. Là, les gens, ils font des sports H24. Ah bah ça.
Ça là, c'est l'une de mes meilleures vues de la vallée en fait, parce que ça donne vraiment un tableau. Ah oui. Pour moi, c'est vraiment un tableau. C'est impressionnant, voilà, les différences de couleurs. Ouais. Bah, c'est là où il vient le nom, la vallée rouge. C'est en raison de la couleur argileuse de la terre. Et cette terre rouge-là, j'imagine que c'est ça qui est utilisé pour les constructions. Ouais, vous faites aussi d'autres choses avec? Grâce à la qualité de son argile, elle sert à une des activités ancestrales qu'on a ici à la vallée, ce qui est de la poterie. Dans les montagnes de l'Atlas ou en ville, comme ici, à Fès, les artisans sont le cœur battant de la tradition marocaine. Tanneurs pour la maroquinerie, travailleurs du cuivre ou céramistes comme Brahim. Tasse bien cette argile pour qu'Ali puisse la travailler. Ici, on travaille à l'ancienne, en partant de l'argile qu'il faut longuement piétiner afin qu'elle ait la texture parfaite. Gérant de cette coopérative, Brahim a longuement exercé toutes ses tâches. Aujourd'hui, il préfère distiller ses connaissances à la quarantaine de salariés qui travaillent pour lui. J'adore la céramique, ça coule dans mes veines. Et si je ne suis pas satisfait d'une pièce, si elle n'est pas parfaite, je me sens mal. Mes compagnons le savent bien, je suis un dingue de poterie. Une fois confectionnées, les pièces vont passer dans un premier four, 7 heures à 1000 degrés. Puis vient la phase d'ornement. Bonjour Nordine, est-ce que tu peux me décorer ce plat? C'est une commande pour un restaurant. La poterie, c'est extraordinaire. On part d'un grain de sable et après plusieurs étapes, on peut le transformer en une multitude d'articles pour la vaisselle ou la décoration. Historiquement, ces céramiques ornaient les mosaïques des palais, des mosquées et des fontaines de la ville. Cette production s'est diversifiée, mais le savoir-faire perdure. Quand je sors dans la rue, je trouve des sources d'inspiration sur les bâtiments, avec ce qu'ont pu faire des artisans dans le passé. Et quand je vois un motif intéressant, je me dis « Ok, je peux essayer de le faire ». S'ensuit une phase de peinture, avec des couleurs typiques pour chaque région du pays. Un bain d'émail, et enfin une dernière cuisson. Et à la sortie du four, Brahim fait confiance à ses oreilles pour évaluer un travail réussi. On peut savoir si c'est bien fait, s'il y a de l'écho quand on tape dessus. Autre métier haut en couleur, celui de vendeur d'épices. Boujma tient une célèbre échoppe ouverte par son grand-père en 1946. Préparation, torréfaction, mélange, ici tout est fait à la main. Ici, nous vendons des dizaines de mélanges d'épices. Et toutes vont accompagner un plat particulier, que ce soit à base de poulet, de poisson ou d'agneau. Les épices existent au Maroc depuis le 16e ou 17e siècle. Sans elles, la cuisine marocaine n'existerait pas. Des aromates également prisés en cosmétique pour leurs bienfaits sur la santé. Voici l'armoise. C'est excellent comme remède pour les douleurs d'estomac. Et là, on trouve la rose de Jéricho. Les femmes qui désirent avoir un enfant vont la boire comme une tisane. Moi-même, quand j'étais enfant et que je tombais malade, ma mère me faisait boire des tisanes. Et aujourd'hui, malgré la modernité, les gens sont attachés à la médecine traditionnelle et demandent ces herbes médicinales. Au cœur du souk de Fès, d'autres artisans détournent les épices à leur manière. C'est le cas de Kenza, fabricante de tapis, qui va piocher dans ses bocaux pour teindre la laine. Donc aujourd'hui, nous avons 3 couleurs à faire. On veut le jaune, le marron et le rouge. Donc il faut choisir quelle plante qu'on peut utiliser pour faire ces teintures. Oignons, henné, paprika, pommes de pin, chaque ingrédient va apporter une teinte différente. Du curcuma pour le jaune, les feuilles d'olivier pour le beige ou la fleur d'hibiscus pour le rose. Pour cette laine, le choix de Kenza s'est porté sur la garance. C'est la plante qu'on trouve dans les montagnes qui donne la couleur rouge. Et la chose la plus importante, c'est que si on prend la garance de différents villages, on trouve des couleurs différentes. Grâce à la nature, on a des choix de couleurs infinis. La laine est ensuite plongée dans les différents bains. Quelques minutes suffisent pour la colorer. On a
un très bon jaune avec la teinture naturelle. Une fois la laine séchée, les teinturières vont passer aux choses sérieuses. On peut faire un tapis avec ces 4. On peut faire la trame avec celle-ci. Et pour les nœuds, on utilise ces 3 couleurs. Plusieurs semaines de travail seront ensuite nécessaires pour confectionner ces tapis. Ces femmes font partie de la coopérative Anou, une association unique au Maroc qui regroupe 600 artisans. Avec une philosophie gratifiante. La coopérative Anou, c'est la seule opportunité qui réalise le commerce équitable. Si par exemple, vous allez au marché et vous achetez un tapis avec 100 €, juste 4% qui va à la femme qui fait le produit. Au contraire, ici, à la coopérative Anou, la femme peut fixer son prix et peut recevoir 100% de son prix. Kenza, il faut qu'on parle de la commande du partenaire du coup. Ok, oui. Hamza, la responsable de la coopérative, a mis en place cette plateforme de vente. On pourra cliquer sur le produit, en apprendre un peu plus. On peut cliquer sur la photo de l'artisan, en apprendre plus sur lui. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on a la transparence 100% en termes du prix. Aujourd'hui, les tapis marocains, c'est quelques-uns des objets les plus prisés dans le monde du design, d'intérieur, etc. Il y a tous ces business qui se fondent sur cet artisanat-là. Un artisanat qui a commencé du coup dans les montagnes de l'Atlas avec des femmes rurales. Et du coup, il est important aujourd'hui de revenir encore une fois à ces montagnes-là, de s'assurer que cette valeur ajoutée revienne à ces artisans pour qu'ils puissent s'émanciper et vendre directement. Un artisanat riche et varié, où chaque pièce est la mémoire vivante d'un savoir-faire unique. Salut Anto! Bienvenue. Bonjour Leïla. Ça va? Oui, quel magnifique cadre tu as. N'est-ce pas? Viens voir. Donc là, on est au nord de Walidia. Et donc, on est vraiment au bout de la lagune qu'on aperçoit là-bas. Tu vois, oui. C'est là où l'eau s'arrête. Et donc, après, tout ça, ce sont des marais salants. Et donc, à la fin de l'été, les bassins sont vides et asséchés. Et on va récolter le sel. Voilà, et ça nous donne des couleurs extraordinaires. J'ai hâte de découvrir Walidia, du coup. Eh bien, on va aller déjeuner avant. D'accord, bah ça, c'est une bonne chose. Si ça te dit. Ah bah toujours. Super. Oh, c'est joli chez toi. Ah, merci. Alors voilà, j'ai préparé un petit tagine de poulpe qui est en train de mijoter depuis quelques heures. Ça sent bon. Donc on va le laisser faire son œuvre. Et je te propose de préparer une petite sauce. D'accord, qu'est-ce que je fais? Eh ben écoute, je veux bien que tu coupes un peu d'ail. D'accord. J'ai fait un miso de fèves qui a fermenté pendant 14 mois. Le miso, c'est japonais? C'est japonais, mais là, je lui ai mis un petit twist marocain avec vraiment des fèves de la ferme de mon papa au Maroc. Et c'est quoi les activités qu'on fait à Walidia quand on vient? Je crois que la première, c'est d'être extrêmement contemplatif. La nature qui nous entoure est tout le temps en mouvement, etc. Et puis, on fait du surf. Ah, tu fais du surf? Oui, je fais du surf depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Et on va ajouter un petit jus de citron, si tu veux bien le couper. D'accord. Mais je vois sur la plaque yoga teacher, tu as été prof de yoga? Oui, j'ai fait énormément de yoga ici à Walidia, de stages yoga et surf. Ah ouais. Oui. Parfait. On va pouvoir aller déguster tout ça. Et regarde-moi ça. Ouh là là, c'est des grosses palourdes en fait. Oui, c'est ce qu'on appelle des clams ici. Et donc là, elles sont en train de cuire au charbon de bois. Et donc, dès qu'elles seront cuites, on pourra les manger avec la petite sauce qu'on a préparée tout à l'heure. Ben, on va s'installer alors. Allez. Ça sent très bon. Eh bien, je t'en prie, sers-toi. Et c'est extra frais. Cueilli de ce matin. Qu'est-ce que c'est bon, les oursins. Un délice. Ouais. Alors, regarde, je vais t'inviter à te servir. Tu fais attention, c'est très chaud. Je mets la sauce miso de fèves. Oui. C'est délicieux.
C'est encore un peu ferme. Waouh. Super. Et le jus. Explosion de saveurs. J'ai beaucoup de chance de découvrir Walidia avec une très bonne cuisine. Merci. Ça fait longtemps que tu habites à Walidia? J'ai découvert Walidia quand j'avais 2 ans, parce que mon papa s'y est installé. Et après, j'ai passé toutes les vacances de mon enfance ici, à vivre dehors, en bande d'enfants. Après, dans ma vie d'adulte, je suis venue vivre à Walidia par moi-même. Oui. Finalement, ton cœur est resté ici, quoi. Oui, absolument. Là, c'est vrai que c'est très calme, alors que de l'autre côté, ça a l'air un peu plus agité. C'est beaucoup plus agité, c'est l'océan. Et là, tu vois la passe, donc la grande passe, la petite passe. Donc c'est de là que la lagune se remplit et se vide toutes les 6 heures. Alors je te présente mon ami, mon tonton, Laurent. Qui est celui qui m'a appris à faire du surf. Salut Anto. La personne à connaître à Walidia. Et ce sera un plaisir de te faire découvrir la lagune magique de Walidia. Donc voilà, là ici, on a l'école de surf, notre petit paradis, et qui est un spot d'initiation qui est exceptionnel. En fait, on compare ça à une piscine à vagues naturelle. D'accord. Et voilà, on va se mouiller les petits pieds. Vraiment agréablement surprise qu'un aussi bel endroit soit très préservé. Ouais, ben on fait en sorte. Il y a peu de structures hôtelières, peu de restaurants. Donc en fait, pour beaucoup de gens, c'est pas attractif. Oui. Tu vois, voilà, ça sont les cormorans. Il y en a un qui décolle là. Alors, cormorans, ce sont des chasseurs incroyables. Ah, il est beau celui-là. Ouais. Et toi, Laurent, t'as grandi ici? Moi, je suis né à Casablanca et j'ai eu la chance de venir ici très jeune. Alors regarde, là-bas, on a un héron cendré. Là, il y a un vasier. Et c'est là où les oiseaux se régalent particulièrement. Il y a beaucoup d'espèces à long bec, parce que justement, ils vont piquer dans la base. D'ailleurs, quand ils décollent. Ça, c'est majestueux, c'est énorme comme oiseau. Voilà, Anto, après le calme de la lagune, tu vas avoir une petite sensation atlantique. Mais je te rassure, on ne sortira pas aujourd'hui, la mer n'est pas adaptée. Et donc là, tu vois, il y a ma petite plage préférée. Petite plage déserte, parce qu'elle est accessible qu'en bateau. C'est très privé. Ah ouais, là, personne n'a accès. Tu fais le pique-nique Robinson Crusoe. Voilà. Merci pour cette belle balade et de m'avoir partagé votre amour pour Walidia. Ben, merci d'être venu nous voir. Des moments partagés, c'est tout ce qu'on aime. Oh, il y en a beaucoup. Ces vieux filets vont être parfaits pour notre projet. À Martil, dans le nord du Maroc, un petit groupe de femmes s'active à ramasser des filets fantômes échoués en mer ou sur les plages. Là, on est en train de faire une petite récolte pour son défilé abandonné. On va faire les sélections et après va être valorisé, nettoyé et tout pour qu'ils deviennent des fibres textiles. On va leur donner une autre vie. Radija a fondé il y a quelques mois cette coopérative appelée Mokida, ce qui signifie la femme capable. C'est la seule coopérative de femmes pêcheuses au Maroc. Après ce ramassage, ces femmes doivent maintenant fabriquer de nouveaux filets de pêche. Maintenant, on est en train de préparer une nouvelle commande pour un pêcheur artisanal. On essaye d'aider les femmes à changer leur vie, à changer leur vision. Et le côté environnemental est dans le cœur de toutes nos actions. C'est travailler en préservant la vie maritime. Car ces filets ont été conçus pour favoriser une pêche plus responsable et sélective. Un projet également social, car il permet à ces femmes de recevoir un salaire. Et même de faire des études, comme pour Maria, qui a 53 ans.
Quand mes enfants ont fini leurs études, je me suis dit, pourquoi ne pas travailler dans la pêche? Je m'y suis sentie à l'aise dès le début. En plus, ça m'aide à préparer mon baccalauréat. Et ce n'est pas tout. Ces femmes ont aussi été formées pour la pêche. Occasionnellement, elles rejoignent leurs collègues masculins lors de sorties en mer. Ça s'ouvre un peu. C'était nouveau pour la femme d'être parmi les hommes dans ce secteur-là. Mais après, petit à petit, maintenant c'est bien. On a des pêcheurs qui nous font confiance. J'ai un amour fou envers ce métier-là. Être une femme pêcheur, ça rend la vie en rose. Radija, qui espère avoir à terme un équipage 100% féminin, teste aujourd'hui pour la première fois un filet fabriqué par ses équipes. Et à la remontée, 1 heure plus tard, c'est l'explosion de joie. Oui! Bravo! Le filet a super bien fonctionné. Dieu merci. Moi, c'est la première fois que je coopère avec ces femmes. Elles sont vraiment sur la bonne voie, car elles ont fait un travail de grande qualité. Je peux dire à toutes les femmes que ce soit difficile ou bien impossible, si on le veut, si on l'aime, on va le faire et on va réussir. C'est ça. Plus au sud, dans la région de Casablanca, un autre Marocain se bat pour transformer son pays. Ancien champion de surf, Saad met aujourd'hui sa notoriété au service de la nature. Depuis tout petit, tout jeune, quand on partait à la plage, on remarquait que la plage était sale. Des fois, nos amis se coupaient avec différents types de déchets. Et au fait, au début, la vérité, moi, j'étais pas du tout conscient ou sensible à ça. Personne ne nous a vraiment éduqués par rapport à la protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle il organise avec son association des ramassages de déchets avec un concept pour plaire aux jeunes Marocains. Vous êtes une génération qui va, Inch'Allah, demain devenir les leaders et les adultes de demain. Donc vous avez une responsabilité de devenir un citoyen modèle. Et aujourd'hui, on va faire une action de nettoyage de plage. On va se diviser en plusieurs équipes. Et ça va être une compétition. Et le gagnant, l'équipe gagnante, va avoir un cours de surf. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez! En 14 ans, Saad a organisé 200 nettoyages de plage et permis la collecte de dizaines de tonnes de déchets. Et ces jeunes lycéens semblent motivés par la cause. En fait, moi je surfe depuis que je suis tout petit. Donc à chaque fois que je vais à la plage et tout, et que je vois les plages remplies de déchets, ça me met un peu mal à l'aise. Si c'est pas nous qui pensons à faire ça, ben personne ne le fera parce qu'on est la génération à venir. Là, ça fait 4 kilos. Bilan de la récolte du jour. Grâce à vous, en 45 minutes, vous avez pu participer pour enlever 176 kilos des océans. En fait, quels sont les types de déchets que vous trouvez le plus? Les bouteilles de quoi? C'est quel C'est du plastique. C'est ce qu'on retrouve malheureusement. Mais pour motiver les volontaires, ces opérations de nettoyage sont accompagnées de jeux et de récompenses. Bravo, vous avez gagné une demi-heure initiation surf. Une fois que tu donnes 1 heure de ton temps en action citoyenne, tu reçois 1 heure d'activité sportive, éducative, ludique. Aujourd'hui, c'est le surf, mais en d'autres moments, c'est des cours d'anglais, des cours de photographie, du yoga. Et chaque ramassage se termine par un banquet convivial garni de poissons grillés. Et les amis, c'est très très bon. Il n'y a pas mieux. Ouais, c'est hyper bon. Nous, au Maroc, on est habitué avec les tagis, le couscous et tout. Ben, ça aussi, la sardine, c'est convivial. Regardez, tout le monde est autour du plat. Et ça nous permet de partager des moments sympas.
Bonjour Aya. Bonjour Anto, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Oui, merci de me recevoir à Casablanca. Bah, écoute, c'est un grand plaisir et pour moi. Je tenais vraiment à te recevoir à Casablanca, la pâtisserie Bénis, qui est une pâtisserie ancestrale, qui existe depuis 1936, si je ne me trompe pas. C'est vraiment les gâteaux traditionnels marocains. Voilà. D'accord, et qu'est-ce qu'on va goûter ici? Écoute, il y a de tout. En fait, il y a différents biscuits. Tu vas trouver tout ce qui est à base de pâte d'amande. D'accord. Donc, les différentes cornes de gazelle. Oui. Tu vas trouver celle qui est enrobée avec du sésame, la classique que tout le monde connaît. D'accord. Tu connais la petite anecdote sur Cabrzel? Non, du tout. Alors, ça veut littéralement dire cheville de gazelle. Et l'anecdote dit que ce gâteau porte son nom en hommage aux femmes qui avaient l'audace de dénuder leur cheville. Mais c'est vraiment le gâteau traditionnel marocain par excellence. J'ai l'impression que la pâtisserie marocaine, c'est beaucoup de biscuits secs. Oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des gâteaux qu'on va pouvoir conserver sur le long terme. Et tu vas avoir beaucoup de choses, soit à base de sablé, soit à base de pâte d'amande. D'accord. L'objectif, en fait, c'est d'avoir des gâteaux à la maison, comme s'il y a quelqu'un qui débarque à l'improviste. Oui, il y a toujours quelque chose à donner. Il y a toujours quelque chose à servir avec le thé. Voilà, c'est obligatoire. On ne peut pas juste servir un verre de thé sans rien à côté. Ça te dit de goûter une corne de gazelle pendant qu'il nous fait un petit assortiment? Oui. Ok, shukran. Tiens, je te laisse l'honneur de la couper en deux. Tu vas entendre le bruit que ça va faire. Ah oui. T'as vu? Ouais. C'est parce que c'est cuit dans un four traditionnel. Et tu vois ici, regarde en bas, cette coloration. Tu l'aurais jamais eu si c'était pas cuit dans un four de bois comme ça. C'est très parfumé et on voit déjà que la pâte, elle est très fine. Elle est extrêmement fine. J'aime bien ce côté croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Shukran bzaf. Shukran, shukran. Donc ici, en fait, tu as toutes les petites échoppes, que ce soit les tenues traditionnelles, les théières, les plateaux. C'est un petit peu comme le Jamel Fna de Marrakech. Donc on arrive au marché du Maarif, qui est l'un des plus beaux marchés de Casablanca. On y trouve vraiment de tout. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Tout va bien. La chef Anto. Bonjour. Brahim. Au plaisir. Voilà. Donc c'est la caverne de Brahim. Oui, la caverne de Brahim. La caverne de Brahim. On trouve tout chez Brahim. Vraiment tout chez Brahim. Donc je vais prendre des roses. Des roses. En fait, c'est la rose de la vallée des Roses. C'est une région qui se trouve dans le sud du Maroc. Et moi, je l'utilise énormément dans mes pâtisseries. Donc on va prendre de la cannelle bâton et de la cannelle moulue. Ouais. Et zhar, l'autre fleur d'orange. La fleur d'orange. Ouais, ça marche tout de suite. Voilà. Comme ça, on pourra faire la jawhara tout à l'heure. Ça, c'est une cannelle particulière, c'est la cannelle locale. Ah oui, elle a l'air en plus un petit peu plus boisée. Plus boisée, et moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus parfumée. Personnellement, quand on la travaille, je trouve qu'elle est plus concentrée. D'accord, voilà. Voilà, comme ça vous suffit? Ah, ça suffit. Voilà. Ça me vient? Ça suffit. Comme ça, tu pourras en emporter si tu veux. Ah oui. Moi, je vais utiliser qu'un petit bout et tu pourras l'emporter. Ce que j'aime dans ce genre d'endroit, c'est qu'on a envie de tout acheter. On a envie de tout acheter. Tu sais que j'arrive des fois pour acheter un produit, je repars avec 10 sacs. Et voilà. Merci, Ibrahim. Merci beaucoup. Donc à la prochaine. À très vite. Merci. On est dans un tout autre cadre. Dans un tout autre cadre, tout le quartier. Là, c'est le Casa plus moderne. Et là, on arrive chez moi, à la boutique. Vas-y, je t'en prie. Waouh. Voilà. On croirait un écrin. Un écrin. Voilà, c'est vraiment mon univers à moi. Donc, tu verras que la madeleine est vraiment à l'honneur. C'est un produit qui me tient à cœur. C'est vraiment mon produit phare, mon produit signature. D'accord. Après, tu vas avoir des pâtisseries. Donc revisiter. C'est la technicité et le savoir-faire à la française avec vraiment des produits du Maroc. Donc c'est vraiment ce mariage entre les deux cultures qui fait que, en tout cas, ma pâtisserie est différente de celle qu'on retrouve un petit peu ailleurs. Voilà. Quand même, ça fait beaucoup de travail. Ouais, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Je pense que tu vas apprécier le dessert à la dégustation. Bah, je te suis. Voilà. Allez, on y va. Je te fais rentrer dans mes labos. On va se faire la jawhara. Je te présente ma tante, Aïcha, qui fait la jawhara version traditionnelle. D'accord. Voilà. Pardon.
Voilà. Tu vois, en fait, c'est juste une base de lait, d'eau de fleurs d'oranger, de cannelle. Et moi, je vais démarrer le dressage de la jawhara revisitée. D'accord. OK? OK. Ça sent bon, ouais. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Tata, tu te joins à nous? Oui. Vas-y. Ça a l'air délicieux. Oui. C'est bon? Le goût de la grue. Ouais, avec le confit. C'est très très bon. C'est très bon. C'est léger. Et franchement, c'est très très bon. La crème est légère, pas trop sucrée, et j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup le confit d'agrumes. Le confit d'agrumes. Ah oui, parce que ça, il y a comme une explosion dans le Ouais, ça apporte de l'acidité, un peu de peps et tout. Ouais, exactement. Super. Barkallah. Merci, merci. Et pour accompagner les pâtisseries, rien de tel qu'un verre de thé à la menthe. Mohamed est un petit producteur de menthe basé dans les faubourgs de Marrakech. Avec son fils, il cueille la précieuse feuille dès l'aube pour garder le maximum de fraîcheur. On se repose très peu pendant la récolte. On travaille jusqu'à minuit et dès 5 h du matin, nous sommes de retour dans les champs. Aujourd'hui, il va récolter 500 bottes de menthe qu'il vendra à peine 10 centimes l'unité. Un travail éprouvant mais qui lui tient à cœur. L'odeur de la menthe est merveilleuse. On sent qu'elle est pure. Ça prouve qu'elle est de bonne qualité. Et cette odeur va changer d'une région à l'autre. Mais la menthe de Marrakech est spéciale. C'est la meilleure du pays, aussi en termes de goût. À peine ramassées, les tiges sont emballées et chargées sur sa mobilette. Direction la place Jemaa El Fna à toute vitesse pour être vendue dès 8 h sur le marché. Là où les accros viendront s'approvisionner toute la journée. Le thé à la menthe fait partie de notre quotidien. Nous en buvons beaucoup. Il stimule la mémoire et donne du tonus. Ça nous rend heureux. Amin El Baroudi, lui aussi, aime voir les choses en grand. La petite entreprise fondée par son père dans les années 70 est aujourd'hui leader mondial dans le conditionnement des thés haut de gamme. Alors là, je regarde un peu le mélange de thé, s'il est homogène. Il y a de la verveine, de la menthe, du cynorhodon, de la pomme. S'il y a le mélange, il est vraiment homogène ou pas. C'est vrai qu'on travaille dans de bonnes odeurs. Mais chaque jour, ça va changer en fonction des clients, en fonction des mélanges, en fonction des produits qu'on va travailler. Ici, près de 2500 employés s'activent à confectionner 3 millions de sachets de thé par jour, exportés ensuite dans plus de 70 pays. Si la menthe vient de ses propres plantations, 100% du thé est importé. Il n'y a pas de thé en Europe. Et bien sûr, on peut importer d'Inde, du Japon, de Chine, Sri Lanka, d'Afrique, comme le Rwanda, le Kenya, l'Éthiopie. Ce qui fait que ça vient de partout. Et après, nous, on va créer nos propres mélanges ici, en fonction de la demande de chaque client. Et pour ces assemblages, Amin El Baroudi compte dans ses équipes Stéphane, un expert venu d'Allemagne. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme type de menthe qui accompagnerait un thé au long pour le marché asiatique? Essaye celle-là. Waouh, elle est fantastique. Oui, c'est plus doux et léger comme ça. Tel un œnologue, Stéphane va adapter la couleur, l'odeur et le goût de ses thés en fonction des attentes de chaque marché. Dans les 4 derniers mois, nous avons créé environ 250 grammes de thé. Le thé et le vin sont comme des frères jumeaux. La composition de la plante, son entretien, son environnement, c'est exactement pareil. La principale différence est qu'un grand vin mettra du temps pour être bon, alors qu'un thé sera excellent tout de suite.
Un travail d'excellence sur le goût qui s'ajoute à une collaboration avec les plus grands artistes marocains pour le packaging. De quoi faire gagner au thé ses lettres de noblesse. C'est vrai que c'est une fierté, mais c'est un devoir, parce que tous les produits de terroir, c'est des valeurs qui sont inestimables. Et c'est ce qu'on a essayé de prouver avec de la menthe, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi avec de la rose, avec de la verveine. Et effectivement, c'est quand les gens prennent conscience que le produit de terroir, c'est pas que des produits basiques simples, de consommation quotidienne et de masse, mais c'est des produits de grande valeur. Et sur les terrasses des cafés, le rituel quotidien du thé vert à la menthe ne se dément pas. Le thé, c'est une habitude. C'est une coutume qu'on a grandi avec. Moi, je goûte à presque tous les petits restaurants, les petits cafés. J'essaye de goûter un thé à la menthe. Il accompagne super bien. C'est notamment cette petite pâtisserie qu'on vient d'y aller, là. Les cornes de gazelle, en fait, c'est à base d'amandes et ça va vraiment bien avec le thé à la menthe. Voilà. Bien plus qu'un simple breuvage, le thé incarne la chaleur et la convivialité marocaine. Alia. Hello. Comment vas-tu? Ça va. Rentre, je t'en prie. Bienvenue chez moi. Waouh. Je te fais visiter rapidement. Oui. Donc là, c'est les salons. Le salon un peu européen. Oui. Et là, le salon marocain pour les réceptions et tout ce qui s'ensuit. Oui, bah, beaucoup de salons, parce que justement, il y a toujours des gens qui viennent à l'improviste. Et puis, toujours quand on invite toujours beaucoup de monde. Oui. On ne s'est pas invité que quelques personnes. Et là, donc, la terrasse, on va pouvoir déjeuner tout à l'heure. D'accord. Puis, s'il fait beau, je pense que ça va être super agréable. Oui. OK? Je te fais visiter la cuisine? Oui. Tu fais comme chez toi. Le jarret. Alors pour la recette que je souhaite cuisiner avec toi, j'ai emmené un mélange d'épices que je fais moi-même. Ce sont des épices que j'appelle le curry camerounais. En fait, c'est un mélange de 18 épices qu'on retrouve en Afrique centrale au Cameroun. Je te fais sentir. Ça sent divinement bon. Tu veux que je te prépare ça? Nouria? Oui. Ok. Vous dites quoi? Nouria? Melouria. Melouria. Au Maroc, vous l'aimez gluant ou pas gluant? Si on le mange gluant. Gluant? Ouais, ouais. Ben, en fait, moi, dans ma tribu, si c'est gluant, c'est-à-dire que c'est pas bien cuisiné. Alors que dans d'autres tribus, au contraire, il faut que ça soit bien gluant. Parce que si c'est pas gluant, c'est que c'est pas bien cuisiné. Donc c'est vraiment en fonction des cultures. Et toi, tu as toujours voulu faire de la cuisine, pâtisserie ou Moi, je suis juriste de formation. Juriste? Ah oui. Mais je pâtisse depuis que je suis toute petite. Je pense que j'ai commencé mes premières ventes de pâtisserie à l'âge de 10 ans. Ah, t'as vendu? Moi aussi, j'ai vendu des pâtisseries. Ouais, je faisais ça pendant les vacances d'été, je me souviens. Et là, ta viande est prête. C'est excellent. Ah oui? Vraiment, c'est très très bon. Je t'assure. C'est bnin, comme on dit. C'est goûtu. Ah. Bnin, c'est goûtu. Allez, on s'attable. Maman, tu t'installes ici. Yin, je t'en prie. Merci. Une belle table. Une belle table. Bonjour. Bonjour. Marba, comme on dit chez moi. Merci. Ça sent divinement bon. C'est un petit pesto de persil. Ah, Nouria. J'ai la viande aussi. Et voilà. Génial. Super. J'espère que vous avez faim. Hein. Ah ouais, très faim. Bah, bon appétit. Merci. Bon appétit. Les gombos sont excellents. Pardon, je me permets. Parce que cette sauce, moi je l'ai goûtée tout à l'heure, elle est très parfumée. En tout cas, ça m'a fait un plaisir de cuisiner pour vous. Bah, merci, franchement. Merci. C'est très très bon. Vraiment, c'est très très bon. Je connaissais le Maroc de nom culinairement,
mais je suis ravie parce que durant tout mon voyage, et à chaque fois qu'on changeait de ville, on a changé complètement de cuisine. Et puis j'ai rencontré des gens qui sont vraiment passionnés. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, le Maroc a été élu meilleure cuisine au monde. Oui. Et franchement, c'est mérité. Merci. Aussi bien dans le sucré, dans le salé, la boulangerie, franchement, j'ai été bluffée. Et même moi, aujourd'hui, la cuisine marocaine devient ma cuisine coup de cœur, quoi. C'est gentil, ah oui. merci. Merci pour l'accueil, merci de m'avoir fait découvrir avec grand toutes plaisir. ces saveurs merci à et toi. tout. Enfin, à chaque fois, je dis je dois revenir, mais en fait, c'est vrai. Et prendre des cours de cuisine surtout.